Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Poiesis. Il y a dans la jeunesse une force, une envie, une rage de faire évoluer positivement les choses. Et quand je parle d'évolution et de positivité, je cite notre invité du jour, Enzo, qui, peut-être sans s'en rendre compte, expose avec calme, il le dit, il le répète, son envie d'évoluer. Dans cet épisode, nous parlerons de passer de Vinted à son propre magasin de vêtements, de friperie, de seconde main, de vintage finalement, et de ce que les codes se font, se défont, tournent en rond. De ce que le marché asiatique, européen, américain apporte en termes de vêtements, aussi bien dans la mode que dans l'utilité même du vêtement. En tout cas, moi, de mon côté, je vous souhaite une belle écoute. Chapitre 1, la genèse. D'où vient-on ? Pouvez-vous vous décrire, prénom, âge et votre parcours scolaire ? Ok, alors moi du coup je m'appelle Enzo, j'ai 21 ans et parcours scolaire ça n'a pas été très poussé, j'ai juste un bac pro commerce et j'ai fait une année en graphisme qui m'a pas servi au final et après j'avais déjà un Vinted qui tournait à côté donc j'ai commencé à évoluer vers quelque chose de plus poussé. Et justement, comment est-ce que vous pourriez décrire votre activité ? Alors moi du coup je fais de la revente de vêtements de seconde main qu'on fait importer des États-Unis et on va vraiment venir essayer de sélectionner tout, donc ce qu'on appelle piquer en anglais, donc choisir à la main ou quand moi je reçois un lot qui n'est pas forcément trié, je vais tout retrier, tout reprendre, tout ce qui a des défauts on va essayer de le retravailler d'une manière ou d'une autre pour essayer déjà de ne pas avoir de défauts et de déchets et en même temps pour pouvoir proposer une sélection cool aux gens à prix abordable. Quand vous parlez de défauts et de déchets, comment est-ce que vous travaillez ça ? Comment est-ce que ça se travaille dans de la revente ? Alors ce qui est déchets, il y a plusieurs types de déchets. Qu'est-ce qui va être entre guillemets un retravaillable ? C'est exemple un jean qui est trouvé à l'entrejambe, c'est beaucoup trop de travail pour que ça donne quelque chose. Et suivant le jean même, c'est même pas rentable de le réparer parce qu'il va venir se recasser assez rapidement. Ou quand c'est des défauts beaucoup plus légers, exemple il y a des fils qui dépassent en bas au niveau de l'ourlet, moi je le considère même pas comme un défaut, il y en a à qui ça convient pas. C'est entre guillemets pas grave. Nous, on va proposer une sélection qui est quand même suffisamment en bon état pour que même si le truc que tu cherches qui est pas forcément parfait, avec aucun fil qui dépasse, aucun machin, tu puisses quand même trouver à côté. Et même il y a certains défauts qui font partie des pièces et qui au contraire embellissent la pièce, je trouve. Et pour continuer un peu sur le questionnaire, c'est vrai que vous êtes allé très rapidement sur la partie scolaire. Et donc, au-delà du scolaire, qu'est-ce qui, dans votre vie personnelle, vous a amené à vouloir travailler dans ce milieu ? Du coup, en bac pro, on fait des stages. Donc moi, j'ai fait des stages un petit peu partout. J'ai fait de la vente sur marché, j'ai fait un skate shop, j'ai fait en grande distribution et j'en ai fait un qui était plus intéressant que tous les autres. C'était dans le prêt-à-porter haut de gamme, donc chez Agnès B à Montpellier. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un petit problème avec la fast fashion et la manière dont on consomme la mode aujourd'hui, qui est on va en magasin, on achète, on fait des paniers à 200 balles, on reçoit 45 trucs, que ce soit en magasin ou sur internet, la moitié on va les mettre 2 fois, on va les jeter, et au final, on n'aura créé ni de valeur pour l'environnement, pour nous-mêmes, on aura apporté des trucs qui ne servent à rien parce que c'est jeté, des choses qui ne sont juste pas, qui ne devraient pas exister selon moi, et du coup, en travaillant dans du prêt-à-porter haut de gamme avec des belles matières, des coupes travaillées, un vrai savoir-faire, que ce soit en France ou en Europe, justement, c'est là où je me suis dit, il y a peut-être un truc qui peut, parce que pas tout le monde a le budget d'aller mettre 80, 100 ou 150 euros sur un t-shirt, il y a peut-être un moyen d'avoir des pièces de qualité, à prix réduit, qui sont à la fois bonnes pour l'environnement, entre guillemets, parce que c'est jamais parfait forcément, et qui peuvent être bien pour nous en même temps, parce qu'on peut porter des trucs que les autres n'ont pas forcément. Et donc c'est vrai que j'ai commencé à me tourner vers la seconde main, donc d'abord Vinted, puis après les friperies. Et puis un jour je me suis dit mais attends, les autres ils revendent des trucs qui moi me correspondent pas toujours forcément parce que j'ai mes attentes à moi et les magasins ne répondent peut-être pas toujours à mes attentes. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de créer moi-même mon truc qui me ressemble à moi. Et donc c'est là où j'ai créé Purple Wave. Et c'est quoi justement, qu'est-ce qui vous ressemble à vous, comme vous dites ? C'est quoi la différence plutôt ? Pour être plus spécifique, c'est quoi la différence ça avec va les être autres ? ma manière de traiter le vêtement, parce que dans la fripe, on peut donner le même lot à 10 personnes différentes, personne ne triera le lot de la même manière.
Une sélection, si elle est faite, est toujours très personnelle, toujours très unique. Et c'est là où justement dans chaque magasin, tu vas avoir quelque chose de différent, une proposition différente, une approche différente, que ce soit en termes de l'organisation du magasin, au niveau de l'accueil des personnes, au niveau du suivi sur les ventes, etc. Chaque magasin va avoir sa manière de travailler. Et donc moi j'ai voulu créer quelque chose qui me ressemblait et qui me permettait d'évoluer et de faire évoluer une sélection pour mes clients et pour moi-même. Et c'est quoi le plus important quand un client ou une cliente arrive dans le magasin? Qu'est-ce que vous voulez comme, Moi, ce que je veux, c'est comme que ambiance? moi, je veux une ambiance légère, serait pas le terme, mais une ambiance où la personne se sent à l'aise, se sent entre guillemets chez elle, et où elle a pas vraiment le truc de je suis le vendeur, elle est le client, elle doit acheter, je dois lui vendre. C'est plus un échange où justement moi je vais essayer de lui proposer des choses, je vais essayer de comprendre ce qu'elle est et ce qu'elle cherche pour pouvoir lui donner vraiment le meilleur truc possible pour elle. Et donc du coup, pour bien comprendre, hein, vous avez fait des stages, vous avez fait ce bac pro et vous découvrez vraiment l'univers de la vente, du vêtement, de la fripe. Heu et vous avez directement été sur un magasin ou ça a été quoi à peu près les étapes? Alors, j'ai commencé à chiner en brocante, revendre sur Vinted. Donc j'ai commencé à me créer un petit capital à ce moment-là. Et puis après, j'ai fait évoluer tout ça, que ce soit en travaillant, donc du coup en pouvant réinvestir dedans. Après, j'ai fait les dimanches du Pérou. Donc c'est une brocante sur Montpellier tous les dimanches qui se passe sur les jardins du Pérou, où on a été très bien accueillis par les clients, etc. Et on a cartonné là-bas, les gens ont adoré. Et on a encore plein de gens qui me considèrent comme le mec qui vend des jeans au Pérou. Il y en a qui J'en fais disent, partie. oui, c'est là-bas qu'on s'est connus d'ailleurs. Et il y a plein de gens qui, quand ils passent et qui me voient, ils disent ah mais c'est le mec qui vendait des jeans au Pérou il y a quelques années. J'avais 19 ans, je vendais des jeans sur des tables. Et tu passais, tu me disais ah bah moi j'aime bien ça, ça, ça. Ok bah regarde j'ai ça pour toi. Nanana, tu pouvais essayer. On avait une cabine Quechua pour essayer. C'était un peu ghetto mais ça marchait très bien. Les gens étaient super contents. Et et puis après on a commencé à descendre sur les arceaux, donc qui est un autre endroit pour le Pérou. Sauf que le truc c'est qu'à cet endroit-là on a beaucoup moins de clients et c'est beaucoup moins viable financièrement pour nous. Et c'est là où on a dit bon bah on a vu que les gens étaient réceptifs à ce qu'on faisait. On va essayer de pousser le concept plus loin en ouvrant un magasin. Donc j'ai commencé à chercher un magasin et au bout de 2 mois j'ai trouvé un magasin rue de l'Argenterie qui était excellent. On a adoré, les gens étaient ultra réceptifs à ce qu'on faisait. Et du coup après on a dû partir et là on a réouvert sur le jeu de paume depuis 1 an. Et c'est plus du tout la clientèle est plus du tout la même. Et on a gardé toute notre ancienne base de clients. Et ça a évolué vraiment vers quelque chose de beaucoup plus professionnel et poussé, là où sur le premier magasin, c'était un peu plus amateur dans le sens où moi, je n'avais jamais fait ça. Je n'ai jamais eu de cours de management, je n'ai jamais appris à manager quoi que ce soit, on m'a jamais appris à gérer un magasin. J'ai tout appris sur le tas. Et donc là, on s'est énormément professionnalisé sur le deuxième magasin. Hem, quand vous dites appris sur le tas, comment est-ce que vous avez fait exactement? Alors comment j'ai fait? Je pars toujours d'un principe simple, c'est je me dis, si j'ai envie de faire quelque chose, je tente de le faire et après je rattrape ce que je peux rattraper. Donc j'ai toujours travaillé comme ça, de cette manière-là, de A à Z, où c'est je tente et je vois ce que ça donne. Et ça a donné ça. Et ça a donné ça. D'accord, OK. Aujourd'hui, on est 3 sur le magasin, donc il y a moi et 2 alternants, et ça se passe très bien. Quelle poésis vous a inspiré dans vos plus jeunes années? Je pense c'est un méli-mélo d'énormément de choses. Déjà, il y a ma famille. Dans ma famille, on a énormément qui ont eu des entreprises, que ça ait fonctionné ou non. Mon père, il en a eu plusieurs, mon oncle en a eu, ma grand-mère a été pharmacienne pendant des années. Heu, enfin, c'est quelque chose. Mon grand-père a eu un garage de moto dans un endroit complètement paumé et ça a marché énormément. Enfin, j'ai toujours été plus ou moins baigné dans ce truc de, heu, il y a eu des entreprises qui ont été créées, il y a eu un travail et cetera là-dedans. Et donc forcément je pense que ça a dû jouer directement ou indirectement. Quand j'étais petit avec mon père, très souvent on avait des discussions autour de ça, de de manière ludique et en rigolant, mais de réfléchir à pourquoi on créait pas un concept comme ça, 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 ça.
mais ça restait au stade de discussion et c'était plus quelque chose de drôle et quelque chose pour rigoler que réellement sérieux. Et sachant que lui a eu plusieurs sociétés. Et donc au final, moi j'ai créé ça un peu entre guillemets par hasard parce que je me retrouvais pas forcément dans le salariat et je me retrouvais pas dans les études. Et donc il y avait une troisième voie, l'entrepreneuriat. J'ai dit bon, on va essayer, on verra ce que ça donne. Et on reste du coup sur le mot d'ordre de je teste, je vois ce que ça donne et je rattrape les pots cassés. Oui, vous avez, c'est une très belle poésie pour le coup. C'est la question de l'entourage, de la famille, dans quel bain culturel un peu vous avez baigné. Et là, en l'occurrence, quand on voit des gens qui entreprennent autour de nous, Ça aide. consciemment, inconsciemment, on y va. Et c'est vrai que je me pose un peu cette question, qui est peut-être un peu personnelle, vous y répondez ou non, mais comment votre entourage, famille ou même les amis proches perçoivent ce que vous êtes en train de, ce que vous avez créé, bâti, et quel soutien à peu près ils vous donnent? Alors, je vais le séparer en deux parties, ce truc-là. Je vais séparer le début de maintenant. Au début, le jour où j'ai dit à ma mère, je peux vivre de Vinted, elle m'a dit, retourne à l'école. Globalement, c'était ça. Et en même temps, je peux la comprendre, c'est quelque chose qui n'est pas abstrait pour elle parce qu'elle sait ce que c'est, elle sait comment ça fonctionne. Mais je faisais 200 € par mois, c'était pas énorme. J'avais pas des gros volumes, j'avais pas forcément de connaissances. Juste, je me suis dit, bon, je teste un truc. Ça a plus ou moins bien pris, parce que j'ai commencé il y a plusieurs années, donc à l'époque où il y avait pas encore autant de monde que maintenant. Et donc, au début, on me regardait en mode, bon, fais ton truc, mais oublie pas que c'est pas ça qui va te faire vivre pour le moment. Et ça a été plutôt vrai, parce qu'il m'a fallu plus ou moins 2 ans avant de pouvoir commencer à en vivre. Et là, ça fait un peu plus d'1 an que j'en vis, entre guillemets, correctement. Parce que moi, je considère comme correct, ce qui est très peu pour beaucoup de gens, mais moi, ça me suffit. Donc, je peux payer tout ce que j'ai à payer et venir travailler le matin en étant propre, bien habillé, etc. Je vois pas de besoin de plus que ça. Si j'ai besoin de m'acheter quelque chose, je vais trouver, soit je vais économiser, soit je vais trouver un moyen soit je vais revendre des trucs que j'ai. Enfin, je vais toujours trouver quelque chose sans rentrer dans l'excès. De dire ok, j'ai gagné je tant ce mois-ci, je vais pouvoir je vais claquer en boîte ou aller machin. Je suis pas une personne qui sort, donc ça réduit beaucoup le champ des possibles. Donc voilà, ça c'est pour la première partie, la partie au début, et la partie maintenant où j'ai plus ou moins toute ma famille qui est derrière moi et qui me soutient plus ou moins activement. Où ça revient, c'est un sujet qui revient énormément parce que j'ai construit quasiment toute ma vie autour de ce projet-là. Et comme j'ai commencé très tôt, forcément, j'ai pas eu le temps de voir beaucoup d'autres choses. Donc aujourd'hui, oui, ils me soutiennent énormément, ils sont toujours là. Quand j'ai une question ou un problème, je les appelle, ils sont toujours là pour m'aider. Et c'est bien comme ça. Chapitre 2, les valeurs. Ce qui fait ce que nous faisons. Quelles sont les valeurs qui s'appliquent à votre travail? C'est vrai que vous avez pas mal parlé d'écologie, de bien traiter le vêtement, mais qu'est-ce qui s'applique à votre travail exactement? En termes de travail et d'environnement de travail, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui travaillent avec moi, j'ai été très peu salarié, mais de beaucoup d'expériences que j'ai eues salarié, ça m'a pas toujours convenu. Le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui est entre guillemets tout puissant et moi qui n'avais pas grand-chose à dire en dessous et qui n'ait pas d'échange et qui ne peut pas justement évoluer comme je le souhaiterais. Justement, moi, je souhaite que les personnes qui travaillent avec moi puissent avoir cette liberté-là de pouvoir aller plus loin dans ce qu'ils cherchent, de donner l'opportunité à des gens qui veulent vraiment travailler avec moi et pas juste des gens qui ont besoin d'un travail et qui veulent juste on a besoin d'un salaire donc on vient travailler. Moi, je souhaite vraiment avoir des personnes avec moi qui sont passionnées par ce que je fais et qui sont passionnées par ce qu'on pourrait faire ensemble, parce qu'il n'y a pas que moi forcément. C'est d'avoir un échange et de pouvoir évoluer tous ensemble d'une manière positive, faire quelque chose de mieux. Donc que ce soit les conditions de travail, que ce soit les libertés qu'ils peuvent avoir, que ce soit sur le plan, sur tout globalement. J'essaie de leur laisser un maximum de liberté tout en les cadrant comme je peux, pour que justement ça puisse donner quelque chose de positif pour tout le monde. Et ce serait quoi ce positif justement? Vers où vous souhaitez aller? C'est ce que j'ai déjà, je pense, plus ou moins réussi à faire, enfin du moins ce que les personnes avec qui je travaille me disent, c'est que quand ils se lèvent le matin,
Ils se lèvent pas en mode: «Ah bah, je dois aller travailler, j'ai pas envie, est-ce que j'irai pas chez le médecin ce matin, pour faire un arrêt ou quoi que ce soit?» Ils sont super contents de venir travailler dans le lieu qu'on a créé, tous ensemble, et ils sont super contents de pouvoir venir, et d'avoir ce travail-là, cet échange-là qu'on peut avoir et qu'il y a peut-être pas partout, toujours. Moi, je vais essayer de garder vraiment un côté très humain, que ce soit avec les clients ou avec, les personnes qui travaillent avec moi. Par exemple, pour les clients, j'ai pas de fichier client, je fais tout avec ce qui se passe dans ma tête. J'essaie de me souvenir un maximum de mes clients. J'essaye de toujours leur proposer, de manière non robotique, c'est-à-dire que tu vas venir me dire: «Ah ben moi je veux ça, ça, ça». Je vais pas dire: «OK, tiens, prends ça». Je vais vraiment essayer d'aller dans l'échange pour essayer de comprendre la personne, pour pouvoir au mieux l'aider et la conseiller. C'est vrai qu'il y a une recherche de trouver le bon vêtement. J'ai peut-être pas les bons termes, hein, mais de trouver le bon vêtement qui soit, on va dire, hem, de bonne qualité et aussi de faire en sorte que le client soit le plus à l'aise possible afin qu'il puisse lui-même trouver, des vêtements, qui lui vont à lui, tout en restant, dans cette perspective que dans tous les cas, je fais de la qualité. Voilà, c'est Donc ça. tout ce que le client prendra, c'est forcément de la qualité. J'ai pas besoin d'aller lui vendre quelque chose ou de dire: «Ah si, si, tiens cette pièce-là, elle t'irait bien». Il y a une espèce de mouvement de conseil, mais jamais, dans un objectif vraiment de vendre et ça, je le dis parce que je l'ai ressenti en tout cas, comme client. Ouais, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je mets énormément en avant, heu, que ce soit auprès de mes clients ou auprès des personnes avec qui je travaille. C'est que quand on vend quelque chose, l'objectif, c'est que le lendemain, on voit la personne passer devant le magasin avec le vêtement qu'on lui a vendu la veille. Moi, c'est l'objectif premier que je me suis fixé et j'essaye d'y déroger le moins possible, à moins que vraiment j'ai un conseil qui soit vraiment pertinent et que la personne me demande quelque chose. Mais sinon, je vais jamais, tu vas me prendre un jean, je vais pas te dire: «Ah bah regarde, j'ai le pull qui va avec le jean». Non, c'est pas moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Et parce que je pars du principe que la surconsommation de vêtements, bah, c'est déjà problématique avec les plateformes qu'on a aujourd'hui, que ce soit Vinted, que ce soit Shein, Temu, et cetera. Toutes les plateformes où on peut acheter des vêtements. Il y a ce truc de surconsommation de dire: «Ah, bah, regarde, si tu m'en prends 3, je te fais 10%. Si tu en prends 4, je te fais 1». Nous, on va toujours être dans le truc de: si tu hésites entre plusieurs produits, je vais te proposer de te faire une petite ristourne si tu me les prends tous, parce que tu es déjà intéressé par le produit. Mais je vais pas te forcer à prendre quoi que ce soit pour t'intéresser au produit, initial, ou pour t'intéresser à quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment le but est de comprendre la personne pour comprendre réellement son besoin. Et justement, c'est là où j'essaye d'apporter cette plus-value-là au client. Et c'est là où c'est très compliqué justement pour nous. Parce que je pourrais juste dire: «Ah bah, OK, tu m'as demandé ça, bah, je te fournis ça. Ah regarde, j'ai ça, 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 je t'en file 15». Et au final, tu repars avec rien. Moi, mon truc, c'est de dire: «Bon bah, tu repars peut-être repartir avec une pièce ou 2 pièces, mais au moins le lendemain, je peux te voir devant le magasin avec ce que tu m'as acheté». C'est vraiment le mot d'ordre premier, c'est ça. C'est vrai qu'en vous entendant parler, il y a ce côté où, je suis en train de me dire, c'est à l'inverse du discours que je pense, qu'on a, dans le milieu de la vente, dans les Oui, magasins. oui, oui. C'est clairement aux antipodes. Ah oui, non, c'est pas, c'est si on faisait un choix purement rentable, ce serait pas quelque chose de c'est pas quelque chose de viable dans le temps. Enfin, à l'instant T, dans le temps, ça l'est forcément parce que, bah, quelqu'un qui n'a jamais été forcé, il va pas se dire: «Ah bah, lui, il m'a jamais forcé à acheter quoi que ce soit, bah, je vais jamais aller le voir». Il va se dire: «Ah bah non, mais lui, il me force pas. J'ai une idée, une envie, peut-être que je repartirai avec autre chose, mais au moins, si j'y vais, il va pas essayer de me vendre la moitié du magasin alors que je lui ai même pas demandé un truc». Et ça, c'est vraiment quelque chose où là-dessus, je pense qu'on a une force et qu'on travaille ça et qu'on va continuer de travailler ça. Et justement, ces valeurs, est-ce qu'elles sont différentes de celles que vous partagez dans votre vie privée? Non, j'essaye d'être le plus entier possible et le plus moi-même possible dans mon travail avec tout ce que ça englobe. J'essaye de vraiment pas jouer, enfin, je joue forcément un personnage dans le sens où j'abuse, même si c'est vraiment pas le terme, où je vais montrer plus certains côtés que d'autres, heu, que je n'ai pas forcément dans ma vie privée, mais je reste toujours moi-même. Je ne deviens pas quelqu'un d'autre pour le magasin. C'est-à-dire que tu me croises dans la rue, je pourrais avoir la même discussion que j'ai avec toi au magasin. Bah, ça, pareil, au magasin, c'est pas rare d'avoir des personnes qui restent 30 minutes, une heure et demie, et qui repartent avec un seul truc juste parce qu'on a passé une heure et demie à discuter et qu'on a passé un bon moment. Ça, c'est vraiment le truc.
où je veux pas travestir ce que je suis et qui je suis. Et pareil pour mes employés, je veux pas qu'ils se changent pour le magasin. Je veux qu'ils restent qui ils sont et qu'ils soient vraiment entiers eux-mêmes. Bah, c'est vrai que pour le coup, peut-être il y a 2-3 ans. Ouais. Ouais, c'est ça, il y a 2-3 ans quand je vous ai rencontré, il y avait une forme de une personnalité, on va dire, dans votre façon de vendre, Il y avait qui une certaine innocence aussi à ce il y moment-là. avait peut-être ouais, il y avait mais en tout cas, il y avait une forme, justement, pas non professionnelle, mais en même temps Un professionnalisme amical peut-être un ouais, peu. c'est ça, il y a une forme un peu d'agressivité sur certaines choses à des moments pour être dans la blague. Il y avait cette promiscuité où justement on voyait pas la différence, entre le professionnel et la personne. Là, aujourd'hui, en même temps, vous êtes assez jeune quand même, 21 ans. Je fais pas l'ancien, hein, mais il y a quand même un truc où, en même temps que vous construisez votre entreprise, votre magasin, vous vous construisez vous-même. Et est-ce que ça, vous avez l'impression que ça a un impact sur votre évolution, votre personnalité? Ça a un impact forcément parce que quand j'ai commencé, j'étais entre guillemets dans ma chambre, donc je faisais tout de chez moi. Et quand j'ai commencé à vendre en physique, donc sur les dimanches du Pérou notamment, c'est là où je me suis dit: «Attends, il y a peut-être une légère dissonance entre ce que moi j'avais fait jusqu'à maintenant, où dans les boutiques, c'est ultra professionnel, ultra codifié, où on a un parcours de vente très tracé, très précis et où moi, j'avais pas du tout ce truc-là parce que déjà c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé et en fait même pour le client avoir un échange et quelque chose de plus personnel. Certaines personnes, ça ne leur convient pas forcément. C'est toujours, il y a toujours une majorité ou une minorité à qui ça convient et une autre à qui ça ne convient pas. Mais je pense que c'est intéressant d'aller travailler cet aspect-là parce que, c'est pas quelque chose qui est travaillé énormément et c'est quelque chose qui a un vrai fond et il y a une vraie volonté derrière le fait de travailler comme ça. Et je me suis cons Et du coup, donc, je me suis construit avec le magasin. Forcément, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Donc 18, 19, 20, 21, ça va faire quasiment 4 ans que je fais ça. Donc forcément que j'ai évolué et je me suis construit avec tout ça. Ah oui, en effet. Pause poétique, une poésie qui retranscrit vos valeurs. Moi, je pense que les valeurs les plus importantes pour moi, c'est donc ce que j'ai déjà énuméré précédemment. Ça va être l'humanité, toujours rester dans ce côté humain et ne jamais aller dans des codes et des clichés très, très faits, très fermés de il est employé, donc il a rien à dire. Je suis le patron, j'ai tout à lui dire, c'est moi le roi, le chef, je sais tout, lui il sait rien. Et ça, c'est pas du tout moi ce que j'ai envie. Moi, je veux vraiment avoir un échange et que les personnes qui soient avec moi soient entre guillemets au même niveau que moi, même si c'est moi qui aurai entre guillemets le fin mot de l'histoire. C'est j'écoute toujours ce qu'elles me disent et j'essaie toujours de prendre en compte ce que les gens me disent et ce que les gens pensent. Ensuite, l'écologie et l'environnement. Même si la fripe c'est pas parfait, de toute façon il y a aucun milieu qui n'est parfait. Nous on va essayer vraiment de faire au maximum pour ne rien jeter, pour toujours réemployer tout ce qu'on peut. On va essayer d'économiser au maximum sur ce qu'on peut économiser sur l'environnement. On va essayer d'éviter d'aller acheter à l'autre bout du monde au maximum. On va essayer de privilégier toujours les circuits courts au maximum. Tout ce que je peux acheter ici, je l'achète ici. Donc tout ce qui est consommable, etc. Tout ce que je peux faire en Made in France, je le fais en Made in France. Pour moi, c'est vraiment très très important de protéger le savoir-faire, l'environnement, tout ce qu'on a en France et qu'on a la chance d'avoir en France. Chapitre 3. Les clichés. Ce qui nous fait douter nous empêche d'avancer. Quelle définition donneriez-vous au métier passion? Pour moi, le métier passion, c'est quelque chose où on ne se soucie pas réellement pas de l'avenir, mais un petit peu si quand même, où on se soucie pas réellement de toutes les problématiques qui entourent le métier, où vraiment on va juste aller prendre les bons côtés et se souvenir des bons côtés et faire en sorte qu'il y ait le plus de choses positives dedans. Même s'il y a énormément de choses négatives, toujours essayer de positiver le négatif, toujours essayer d'aller plus loin, toujours essayer de repousser ce qu'on a déjà repoussé, toujours essayer d'aller de l'avant, de toujours montrer que en fait c'est possible et qu'on peut toujours faire quelque chose. On peut pas, c'est les petits riens font des grands tout. On peut vraiment faire de tout avec rien et de rien avec tout.
On peut vraiment, enfin, tout est possible et c'est à nous de le façonner, de le créer. Et c'est vrai que je me dis, dans ce discours-là, il y a aussi ce que vous disiez plus tôt, autant pour vous que pour les personnes qui travaillent avec vous, d'avoir envie de se lever le matin pour aller travailler. Moi, c'est quelque chose, c'est le truc le plus important le jour où un de mes employés me dit: «J'ai plus envie de venir». C'est que ce soit pour lui déjà, c'est un «échec» entre guillemets, mais pour moi, ça en est un d'autant plus grand, parce que ça veut dire que j'ai pas réussi à mettre les choses en place pour qu'il soit suffisamment heureux et satisfait dans ce qu'il fait pour pouvoir, venir le matin. Moi, c'est quelque chose de super important pour moi et ça, c'est ce que je leur ai dit dès le début. Je leur ai dit: «Moi, mon objectif, c'est que le matin, vous soyez contents de venir. Pas que vous fassiez semblant de l'être et de dire: "Ah bah, salut le manager, je suis content, je suis là, trop bien"». Non, c'est vraiment de dire: «On est là, on est super content d'être là et on va se donner au maximum, que ce soit pour nous ou pour l'entreprise, pour que vraiment que ce soit un ensemble et qu'il y ait pas, entre guillemets, des clans, le patron, les employés, de de hiérarchisation et de nivelisation, je sais pas si ça se dit, que ce soit pas nivelé, que ce soit pas moi je suis au-dessus de lui parce que lui il est en dessous, machin, nanana. On en rigole forcément parce que les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, qui sont mes apprentis, ont été en stage chez moi et donc du coup on en rigole, j'en rigole avec eux et c'est vraiment, moi c'est ça que j'essaye de créer, un échange et quelque chose où il y a pas où rien n'est figé, où on peut toujours rebâtir certaines choses en direct et remonter, toujours plus haut et toujours plus loin, quoi. Je sais pas si vraiment une pression que vous vous mettez à ce niveau-là, parce qu'en soi, c'est vrai que parfois des personnes qui ont pas envie de travailler ou c'est pas forcément à cause du travail en tant que tel, il peut y avoir d'autres choses aussi. Oui, ouais. Pour moi, quand c'est passager et que, juste en ce moment, il a des problèmes, donc il a pas forcément, c'est pas le truc qui le pousse en premier. Il doit venir parce qu'il doit venir. Mais l'objectif, c'est qu'au global, il soit toujours satisfait de là où il travaille, de l'environnement dans lequel il travaille et de tout ce qu'on peut mettre en place justement pour qu'eux, ils soient contents. Et ça, c'est une pression que je me mets, c'est une pression constante que je me mets là-dessus, de vouloir toujours essayer de satisfaire les personnes avec qui je travaille. Et de satisfaire les clients. Il y a ce côté aussi, quand j'entends un peu en filigrane de cette double casquette. À la fois la casquette de patron, comment est-ce qu'on gère des employés, et en même temps le vendeur. Comment est-ce que j'arrive à trouver des bons produits, enfin des bons vêtements avec une bonne qualité, en ayant en tête voilà le circuit court, etc. Ça, c'est quelque chose, dans votre discours en tout cas, vous passez de l'un à l'autre assez facilement. Alors moi, j'ai une facilité, ouais, à jongler avec tout ça, à essayer de mélanger un peu tout pour que ça donne quelque chose de globalement bon. Nous, le circuit court, c'est, dans la fripe, ce qu'il y a énormément, c'est les vêtements sont achetés donc sur un continent, que ce soit Europe, Asie ou États-Unis, parce qu'il y a globalement que ces continents-là où on rachète, les vêtements. Ça part être trié en Asie, donc généralement c'est au Pakistan ou au Bangladesh ou en Inde. Ça va être conditionné en Thaïlande, ça repart dans un entrepôt, que ce soit en France ou n'importe où. Ça retourne dans l'entrepôt du fournisseur final et le fournisseur final, lui, il trie et il renvoie. Et nous, on va essayer d'aller au moins possible vers ça. Nous, ça va partir des États-Unis majoritairement parce qu'on vend beaucoup d'Américains. Ça va partir en Inde parce qu'il n'y a aucun tri qui est fait en Europe, ou alors c'est des toutes petites productions et la qualité ne suit malheureusement pas du tout. Si on pouvait le faire, on le ferait. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc ça part en Inde et ça revient en France directement. Et c'est trié, le triage final est fait en France et on essaie de revaloriser un maximum sur tout ce qu'on peut revaloriser. Et c'est peut-être une question un peu naïve pour le coup, parce que je connais rien, mais c'est quel marché que vous préférez entre le continent américain, asiatique et européen? En termes peut-être de qualité, mais aussi en termes peut-être de style, je sais pas. Alors, en termes de qualité, tout ce qui est asiatique, il n'y a rien de mieux. Tout ce qui est japonais, du moins. Parce qu'on critique énormément ce qui est fabriqué en Chine, mais la Chine est capable de tout faire. Ils peuvent faire le truc le plus pourri comme le truc le meilleur du monde. C'est en fonction de ce qu'on va mettre sur la table et de ce qu'on va leur dire qu'ils vont être capables de produire quelque chose de bon ou de mauvais. Si on prend l'exemple, par exemple, de Shein, Temu, etc., c'est le mauvais côté de la Chine. Je suis pas en train de glorifier la Chine, loin de là, mais ils ont cette capacité que nous, on n'a pas forcément, de produire du meilleur et du pire. Nous, par exemple, en France, on va être très qualifiés sur les pièces très complexes, sur les pièces de qualité. Eux, ils vont être vraiment capables de tout faire. Et au Japon, c'est un peu comme nous, où ils vont être capables de produire vraiment des pièces d'une qualité remarquable, des choses qui vont tenir dans le temps,
qui vont avoir des coupes, des volumes et un travail sur le produit de base qui est assez fou et qui est assez poussé, qui va permettre justement d'avoir une bonne durabilité. Là-bas aussi, au Japon, par exemple, ils sont énormément dans la seconde main. Par exemple, à Tokyo, il y a le quartier de Shibuya où toutes les fripes sont alignées et il y en a des dizaines et c'est assez fou. Je suis jamais allé, faudrait que j'y aille un jour pour voir ça de mes propres yeux. Mais c'est fou, ils sont énormément sur la seconde main. Sur le style, il n'y a pas de mot d'ordre. Il y a un terme en japonais que je n'ai pas, qui dit que tout ce qui n'est pas fini à 100% est beau dans le fait que justement, c'est pas parfait, il y a des imperfections et c'est justement là où la seconde main se rejoint énormément ce truc-là, là-dessus. Et après, on a les États-Unis, là où nous, on achète énormément. Moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est que les Américains, ils savent produire les meilleurs vêtements, mais ils savent pas les porter. C'est quand on les voit dans les universités, ils sont toujours en jogging, ils ont pas vraiment ce truc-là de style où nous, en France, qui sommes le pays de la mode, entre guillemets, on va avoir ce truc-là de réfléchir à comment porter, comment faire évoluer un vêtement, etc. Comment on va pouvoir le travailler d'une certaine manière pour donner quelque chose de cool. Donc moi, c'est vraiment très tourné vers les États-Unis et le Japon. On va vraiment être sur ces deux trucs-là. Vous êtes tourné vers les États-Unis, le Japon, en termes de qualité de vêtements ou en termes de mode? Les deux en soi, il y a pas vraiment de... C'est les États-Unis jusqu'à très récemment et même encore aujourd'hui sont capables de produire des choses d'une qualité folle. Ils sont très très bons, sauf que eux, ils vont avoir ce truc ils sont capables de produire des trucs pas fous non plus. Parce que les Américains ne sont pas autant connaisseurs que nous sur la qualité d'un textile, qu'est-ce qui va faire qu'un textile est bon, ils ont pas tout ce cahier des charges là. Où nous en Europe, comme on est entre guillemets le premier continent à avoir créé des vêtements, à avoir réfléchi à ok, on a cette problématique là, on va devoir la régler d'une manière ou d'une autre. Par exemple, un vêtement de travail, s'il est trop serré, trop près du corps, ça va pas être confortable parce que on va pouvoir se baisser correctement, on va pas pouvoir transpirer correctement dedans, etc. Et les États-Unis, comme c'est un continent qui s'est industrialisé à une vitesse folle et qui s'est créé entre guillemets beaucoup plus récemment que l'Europe ou l'Asie, plus rapidement et de manière moins précise que nous en Europe où on va vraiment pousser beaucoup plus loin les choses. Ça, c'est un avis personnel, c'est peut-être pas la réalité, mais c'est comme ça que je perçois les choses. Et c'est vrai que ça me donne envie un peu de poser les questions de qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous savez un peu de pas forcément l'histoire du vêtement, mais d'où vient la seconde main en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a une mode qui revient depuis quelques années sur la friperie, sur la seconde main. Alors moi, je pense que il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a le facteur économique. En France aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. On a de moins en moins d'argent pour tout ce qui est habillement, etc. D'où l'émergence des plateformes d'ultra fast fashion qui ont pu émerger parce que quand on te dit t'as une chemise à 15 euros, aussi pourrie soit-elle, personne ne peut battre ça. À part la seconde main. C'est le seul truc qui peut le battre avec des matières qui sont en plus de ça bien meilleures. Donc on va se tourner, donc le budget, c'est quelque chose qui a fait grossir énormément la seconde main. Quand je te dis que tu peux avoir des vêtements de marque pour 3, 4, 5 fois moins cher dans des boutiques spécialisées, où nous on va avoir un vrai conseil, un vrai accompagnement, où on va vraiment connaître nos produits à la pièce, alors que dans des grands magasins, par exemple, pour ne pas citer de marque ou quoi que ce soit, si on prend une pièce qu'il y a chez moi et une pièce qu'il y a dans un grand magasin, ça va être globalement la même chose, si ce n'est moi, comme elle est plus ancienne, et qu'avant les normes de production étaient pas les mêmes, les qualités étaient pas forcément les mêmes. Nous, on va être donc déjà sur une qualité bien supérieure. Et ensuite, comme on n'a que des pièces uniques, on se doit de les connaître sur le bout des doigts. Là où une personne un vendeur dans un grand magasin n'a pas ce truc-là de ok, je connais exactement tous mes produits, je sais exactement comment taille chaque produit. Je vais pouvoir conseiller la personne exactement sur un produit très spécifique où les conseils sont beaucoup moins personnalisés et ils sont plus dans ce truc de il faut que je rentre dans les ratios, il faut que je rentre dans les critères de ok, il faut que je vende ci, il faut que je vende ça avec ça parce que là où nous, je vais partir du principe que moi je veux que la personne reporte le vêtement. Donc je vais essayer de lui vendre le vêtement adapté à elle. Et on entend le côté passionné de votre travail. Pour revenir au questionnaire, c'est vrai que la question d'après, on se pose et je me pose vraiment la question. Et finalement, est-ce que vous trouvez que votre travail soit une source de souffrance? Parce qu'on voit vraiment qu'il y a ce côté très passionné, ce côté où il va y avoir des difficultés en tant que patron, gérer un magasin.
Mais est-ce que c'est une source de souffrance pour vous? Je pense que toute passion est une souffrance en elle-même, dans le sens où, globalement, quand on a une passion, ça permet de combler autre chose. Ça permet de combler un besoin d'avoir quelque chose qui nous anime. Donc, si on part de ce point de vue-là, forcément, tout est une souffrance et tout a besoin d'être comblé. Il y a ce côté-là, mais c'est pas une souffrance de venir, de faire ce que je fais, du moment que j'arrive à me reposer correctement, du moment que j'arrive à prendre le temps pour tout ce que j'ai besoin de prendre le temps et du moment que j'ai des personnes qui sont contentes et qui apprécient ce que je fais, en soi, moi, ça me convient très bien. Je suis très content de tout ça. C'est une forme de récompense, la satisfaction des autres? Oui, oui, pour moi, c'est un des maîtres mots que ce soit les clients ou les personnes qui travaillent avec moi, ou toute personne qui est liée de près ou de loin à ce que je fais, soit contente et se dise que, bah, elle a, elle a évolué, entre guillemets, grâce à ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu lui proposer. Juste que ce soit en termes de style, une personne qui va venir et qui va changer complètement de style, qui va me dire, bah, en fait, genre, je suis trop content d'être passé là parce que j'ai réussi à évoluer, t'as réussi à me donner des bons conseils, des bons trucs. Bah, moi, c'est quelque chose de fou, enfin, de se dire qu'une personne a pu évoluer grâce au fait que j'arrive à lui proposer des vêtements, quelque chose de non essentiel à sa vie, même si ça l'est aujourd'hui de plus en plus avec l'image qu'on doit avoir. D'avoir réussi à lui proposer quelque chose, d'avoir réussi tout ça, c'est fou. Et les personnes qui travaillent avec moi, pareil, d'avoir réussi à les faire évoluer, de les amener à quelque chose. Moi, c'est vraiment, je veux amener les gens à quelque chose. Et justement, enfin, déjà merci. La réponse est magnifique, je trouve. Enfin, je me permets de le dire. Mais ça me fait poser aussi une autre question. C'est quoi votre regard sur la pression sociale du vêtement ou de la mode? C'est quelque chose d'assez complexe dans le sens où il va y avoir plusieurs types de personnes qui vont voir les choses d'une manière différente. En fonction de son milieu social et de son évolution, chaque personne va évoluer d'une manière différente ou non. C'est quelqu'un qui va vivre entre guillemets dans la bourgeoisie, qui va avoir de l'argent, etc., va toujours se tourner vers quelque chose de plus, va avoir le temps à consacrer, à réfléchir à ce qu'il va pouvoir porter, à comment il va pouvoir se mettre en scène, entre guillemets, socialement. Alors qu'une personne qui n'a pas forcément de moyens, qui est contrainte de travailler très jeune, qui est dans un milieu social qui est pas forcément, qui est défavorisé, qui n'a pas forcément accès à toutes les connaissances qu'une personne qui va avoir de l'argent va avoir, bah, ils vont pas du tout évoluer de la même manière. Alors que si on les avait mis dans le même milieu les deux, que ce soit des personnes très différentes, très opposées, au final, ils auraient convergé vers quelque chose de similaire et pas quelque chose de complètement opposé. Donc je pense que c'est là où nous on a quelque chose à jouer, où bah, la seconde main, comme on a des prix très accessibles, on peut se permettre d'avoir des personnes qui ont de l'argent et qui vont vouloir aller chercher la belle pièce, la grosse veste extrêmement chère, extrêmement rare, et les personnes qui vont se dire ah bah moi je veux juste une jolie pièce qui va tenir dans le temps et je suis prêt à mettre peut-être 10, 15, 20 euros de plus qu'en fast fashion, mais au moins j'ai une pièce qui va me tenir dans le temps et qui ne perd pas en valeur. Et justement c'est là où nous on va vraiment essayer d'apporter et de créer de la valeur sur ce qu'on va proposer. Ça me fait aussi penser à ce truc de dire comme si la mode c'était un cycle. La mode est une boucle. Tout ce qui est déjà passé revient et tout ce qui revient repassera. Ça, ce qui est bien aussi aujourd'hui et qui n'était pas forcément le cas avant, c'est qu'il y a plein de courants différents. Il va y avoir il y avait déjà des courants différents, mais qui étaient très marginaux. Aujourd'hui, tu vas pouvoir avoir une personne qui va dire, ah ben moi j'aime bien les gros baggy, les gros machins. Et une personne qui va dire, ah ben moi j'aime bien plus tout ce qui va être casual, tout ce qui va être pantalon de costume, veste, etc., chemise. Et t'en as un qui va dire, ah bah moi j'aime bien les vestes de costume, mais j'aime bien en même temps les gros baggy, donc je vais mettre un gros baggy avec une veste de costume. Et je vais essayer de jouer justement sur les formes, les coupes, les matières pour créer quelque chose. Et plein de courants vont pouvoir se mélanger. Il n'y a pas de dissonance entre les courants. Ouais, il y a une forme de liberté, peut-être de changement, d'ouverture peut-être. Oui, je pense que mais ça c'est très lié à notre génération, la génération plus jeune, parce que quand on regarde les personnes plus âgées, on va rester un peu plus stéréotypé, un peu plus dans les codes classiques de ah bah t'es un homme qui travaille un peu dans les affaires machin, costume, cravate, machin, chemise, nanana. Alors que une personne plus jeune va se dire ah bah moi regarde je suis pas obligé de mettre tout l'attirail, mais je peux quand même être bien habillé, ça peut quand même être joli, avoir une certaine prestance.
sans forcément rentrer dans les codes de je dois avoir le costume, le machin. Le rapport aux vêtements, c'est assez étrange. Parce que d'un côté, c'est une forme de liberté de pouvoir s'habiller, entre guillemets, comme on veut. Mais il y a aussi une forme, et je reviens sur cette question de la pression sociale, peut-être qu'on l'a un peu moins dans la rue, mais c'est vrai que dans le monde du travail, la façon de s'habiller, de faire propre, vous en avez parlé justement, arriver bien propre, etc. Il y a quand même cette pression-là, quoi. Dans la rue en soi, il y a beaucoup moins ça. Parce que justement, dans la rue, on peut croiser tout le monde de toute manière que ce soit. Enfin, il n'y a pas vraiment d'obligation. Même si certaines catégories de personnes vont toujours avoir quelque chose de très codifié, très précis, que ce soit des mouvements comme ce qui va être gothique, punk, tout ça va avoir toujours une esthétique assez codifiée entre guillemets, même si ça se libère de plus en plus. Et tout ce qui va être dans tout ce qui est quartier, etc., où il va y avoir vraiment le survêt, le machin, où ça va être très très codifié. Il y a ça. Tout ce qui est dans le monde des affaires, c'est très codifié aussi. Un trader, il aura toujours le costume 3 pièces ou 2 pièces avec la cravate Hermès. C'est très important, la cravate Hermès. Il faut la collection quand t'es trader. C'est vraiment, t'as tout ce truc-là de codes et de cases dans lesquels tu dois rentrer en fonction de ton milieu social et où aujourd'hui, on va essayer de briser ce truc-là, même si en soi, dans n'importe quel magasin, dans n'importe quel endroit où tu achètes que tu ailles, il y a toujours ce truc de t'as pas forcément beaucoup d'argent, mais tu veux quand même les dernières tendances. Tu vas dans la fast fashion, l'ultra fast fashion. T'aimes bien tout ce qui est un peu vintage, t'aimes bien tout ça, tu vas aller dans les fripes. Mais si t'as une fripe qui te plaît, ce sera peut-être pas une de la sélection du qui va te plaire. Et dans tous les cas, en fait, faire un choix, c'est codifier quelque chose, quoi qu'il arrive. C'est garder certains codes. Moi, mon prisme et la vision des choses que j'ai codifie forcément vers quelque chose de personnel, mais tout a toujours une codification plus ou moins spécifique. Même si certaines personnes, dont je fais partie d'ailleurs, vont dire je ne suis pas à la mode, ça ne m'intéresse absolument pas. Le fait est que Si tu viens acheter chez moi, tu suis forcément un peu la mode parce que moi, je vais suivre les tendances d'une certaine manière. c'est ça, et que aussi on est dans un flot où il y a des personnes qui s'habillent d'une certaine façon, et en fait on suit tous et toutes des codes, que ce soit dans notre mode, si on va suivre telle mode ou telle mode, mais aussi selon les magasins dans lesquels on va pour s'habiller, et j'ai même envie de dire, parce que ça a été pour le coup mon cas, même si on s'habille avec les vêtements de nos parents, vu que c'est un cycle. Et oui, non, mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, moi, je sais que j'ai pioché dans les trucs de mes parents, de mes grands-parents. J'ai récupéré des choses, forcément. Déjà, de un, parce que c'est de la seconde main, et de deux, parce que c'était des pièces qui étaient beaucoup plus qualies à l'époque, et qu'aujourd'hui, tout ce savoir-faire s'est perdu. Et même si tu prends aujourd'hui deux marques qui font la même chose, deux magasins qui font plus ou moins la même chose, je vais prendre mon exemple parce que c'est pas très long, je vais prendre North Face et Patagonia. En soi, les deux, c'est des marques d'outdoor. Il y en a une qui va être beaucoup plus spécialisée sur du lifestyle et qui va être beaucoup plus dans le vintage, entre guillemets, Patagonia, qui vont avoir des formes, des coupes, des couleurs qui sont beaucoup plus tournées vers le lifestyle. Et North Face qui va être beaucoup plus tourné vers l'outdoor, le fait d'aller faire du trail, la montagne, etc. Où ils vont avoir vraiment des collections qui sont tournées vers ça, là où Patagonia va être beaucoup plus lifestyle, même si à la base, les deux sont faits pour aller grimper des montagnes et faire du trail. Waouh! Maintenant que je l'entends comme ça, je le vois. J'avais pas forcément capté, mais c'est vrai que si on prend Patagonia et North Face, c'est vrai que North Face, je me dis, j'y connais rien du tout, mais en le voyant comme ça, je me dis ouais, c'est technique. c'est vachement plus un truc de runner. Enfin, je me dis ça, alors que Patagonia, je me dis c'est vachement plus un truc de bûcheron, quoi. Bûcheron, pas tant. Oui et non, ça dépend des produits, mais oui, dans l'idée, oui, t'as vraiment deux approches complètement différentes d'un même produit. Et même, tu pars pas faire l'Everest avec du Patagonia, c'est mort. C'est pas fait pour. Ils sont pas bons là-dedans. Alors que North Face, ils ont déjà fait l'Everest des centaines de milliards de fois. Pour prendre cet exemple-là très spécifique, c'est pas adapté, enfin, chaque vêtement n'est pas adapté à tout le monde et chaque usage du vêtement n'est pas adapté à tout le monde. Et c'est là où, justement, il y a plusieurs courants qui vont partir. Quelqu'un qui va avoir besoin de vêtements de travail, il va pas partir sur les mêmes produits que quelqu'un qui va se dire, moi, je suis dans un bureau, donc,
J'ai pas besoin d'avoir, par exemple, si avoir beaucoup les genoux à terre, d'avoir besoin d'avoir des genouillères, donc quelque chose qui peut accueillir des genouillères facilement sans poser de problème. Il y a vraiment plein de choses. Par exemple, on prend encore deux autres marques complètement différentes. On reste toujours sur des trucs qui sont très américains, mais voilà. Si on prend Levi's et Wrangler, Wrangler, c'est de base, c'est très cow-boy, très le mec qui va monter à cheval, etc. Le jean Wrangler a été créé et peut porter une arme de base sans avoir de modification spécifique. Parce que une personne qui va être dans le désert au Texas et qui va aller chasser une vache ou je sais pas quoi, il va avoir besoin d'avoir une arme pour abattre la vache. Alors que le mineur qui va avec un Levi's dans la mine, lui va pas du tout avoir les mêmes besoins. Donc ils vont pas avoir du tout les mêmes aspects, la même manière d'être travaillés. Ouais, ça revient à la question de comprendre les codes, comprendre pourquoi ça a été créé comme ça, et finalement, c'est quoi l'identité du vêtement. C'est ça. Ok, bon. Sans transition, je reviens au questionnaire parce que j'ai plus de questions et très content qu'on ait fait cette boucle sur la question un peu de la mode, du vêtement. La question d'après, c'est quel est le plus difficile dans votre travail? Le plus difficile, parce que forcément, on est une entreprise, donc on se doit d'être rentable pour pouvoir ne pas perdre d'argent et pouvoir continuer à exister. Donc de mêler le fait d'avoir des vêtements durables, donc de dire ce qui n'est pas durable, ce qui ne convient pas, nous on va pas le mettre en vente, du moins dans le magasin, ça on le met sur Vinted à prix bien réduit, ou alors on le met dans des braderies à prix réduit, parce que je me vois pas dire ça c'est pas quali, je vais te le vendre au même prix que quelque chose qui est quali, sous prétexte que moi je l'ai acheté au même prix, donc forcément je dois tout vendre de cette manière-là. Parce que moi, c'est vrai que j'essaie de travailler énormément sur le truc de je vends un truc à un prix, je vends toute la même catégorie de produits au même prix. C'est-à-dire que par exemple, tu vas prendre les Dickies, tous les Dickies de base sont au même prix, il y a juste un modèle qui est un peu plus cher parce que j'en ai pas beaucoup et que ça part extrêmement vite parce que c'est une coupe très spécifique. Sur le Levi's, c'est pareil. Tous le Levi's de base, même les coupes qui sont un peu plus complexes à avoir, je vais les mettre à 40. Il y a juste quand c'est fabriqué aux États-Unis ou en France parce que c'est plus recherché et c'est plus dur d'en avoir que je vais les mettre un peu plus cher. Mais sinon, j'essaie vraiment toujours de garder un produit, un prix. Et donc, faut allier rentabilité au fait de proposer des produits de qualité et de pas déroger de la vision de base que j'ai, c'est-à-dire toujours avoir ce truc-là de qualité, tout en proposant des belles pièces en bon état. Enfin, c'est allier tout pour que pour le client ce soit pas forcément trop cher, pour que pour nous on puisse avoir une marge qui nous permette d'exister encore et de continuer à exister et d'acheter responsablement aussi. Parce que je pourrais dire je vais acheter toute une production d'une usine, mais en fait sur une production d'une usine il y a très peu qui va être bon. Donc on va garder vraiment le top du top. Donc si j'achète toute une production d'une usine, qu'est-ce que je fais du reste? Donc c'est tout un cheminement de pensée, toute une réflexion que j'ai dû avoir et que je continue d'avoir pour proposer à la fois le meilleur à mes clients, pour pouvoir moi m'assurer une marge qui me permette de vivre, pour pouvoir assurer aux personnes qui travaillent, aux personnes qui viennent ici, enfin pour pouvoir mélanger toutes ces problématiques-là. Parce que c'est une réponse qui est très précise et qui vient amener une problématique que personnellement je trouve très compliquée, c'est donner une valeur aux choses. Là, pour le coup, une valeur non pas morale, mais monétaire. Comment est-ce qu'on peut dire tel vêtement va coûter tel prix ou tel autre nom? Et c'est vrai que je me dis, peut-être qu'elle est cote. Et que, sauf qu'en fait, non, il y a un magasin derrière. Donc, c'est une réflexion qui est très profonde et qui me dépasse totalement. En gros, comment on va donner un prix aux vêtements? Donc moi, je vais acheter les vêtements à un prix. Je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout la réalité. Imaginons que j'achète mon jean Levi's à 10 centimes. Non, je vais pas prendre cet exemple-là, ça marche pas. Je veux dire que j'achète mon jean Levi's 20 euros. Moi, dans le magasin, je le revends 100 euros. Donc ça veut dire que de 20 à 100, il y a 80 euros. Donc je marge à x5. Donc parce que, en gros, donc moi, je vais devoir prendre le truc de qu'est-ce que vaut la pièce aujourd'hui en neuf? Qu'est-ce que moi, j'estime que la pièce vaut en seconde main? Qu'est-ce que le marché estime que la pièce vaut? Et comment moi, je vais pouvoir réussir à trouver une marge qui me permette à la fois de vivre, à la fois de pas surmarger, de faire des surprofits, des super profits, etc. Parce que ce n'est pas l'objectif non plus de faire des fois 1 milliard sur tout. Forcément qu'il y a des produits où on gagne plus, il y a des produits où on gagne moins, il y a des produits où quasiment même on est à perte. Parce que au final, quand moi j'ai trié le lot, imaginons que j'achète 10 pantalons à 20 euros, que je vais les revendre à 40. Donc techniquement, j'achète pour 200, je dois faire 400 avec. Sauf que si sur les 10 pantalons, il y en a 6 qui me vont pas, au final, je fais que 160, donc je ne rentabilise même pas mon lot. Donc au final, il y a ce truc-là de toujours de réussir à allier un petit peu tout
pour que ça puisse me permettre, moi, de vivre, aux personnes avec qui je travaille, de pouvoir les payer correctement, aux fournisseurs de pouvoir les payer correctement, parce que je n'ai quasiment jamais négocié de ma vie avec des fournisseurs. C'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas, parce que j'estime que si un fournisseur a travaillé, il a ouvert le sac, il a dit, bon, bah, moi, sur ce sac, il y a 20% de défauts. Donc, imaginons, le sac, il l'a acheté 10 euros, il doit le revendre 20. Bah, il y a 10% de défauts. Au final, il va l'a pas acheter 10, il l'a acheté 11 parce qu'il y a 10% de trucs qu'il ne va pas pouvoir vendre normalement. Donc, il a travaillé, il a passé du temps pour trier. Et quand il va me préparer le truc, il va me retrier la marchandise pour qu'elle corresponde à mes besoins. J'estime que je n'ai pas à lui demander de faire de ristourne parce que bah, lui, il va justement travailler comme ça avec moi. Et je veux travailler qu'avec des gens comme ça. Et pas des gens qui vont m'envoyer des sacs mal triés ou pas triés du tout. Et non pas que j'aime pas trier parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Donc ça ne me dérange pas, mais juste, je veux vraiment avoir ce truc-là de personnaliser et d'avoir même mes fournisseurs, c'est des amis. Je suis déjà allé une semaine chez mes fournisseurs, chez eux directement, dans leur maison. On a passé des vacances ensemble, ils sont venus chez nous. Enfin, c'est vraiment ce truc-là de garder toujours ce côté humain et de réussir à tout mixer ensemble, de faire un bon méli-mélo qui permette à tout le monde d'être content et d'être gagnant. On va faire une petite pause poétique si ça vous va. Allez. Donc, quelle poésis vous inspire et vous motive? Le fait de toujours me dépasser, de pouvoir toujours aller plus loin et de pouvoir toujours faire évoluer en permanence mon concept avec les personnes avec qui j'ai choisi de travailler. Chapitre 4. Le destin. Et finalement, où allons-nous? Comment vous voyez-vous dans 10 ans? Je ne saurais pas répondre à cette question parce que c'est pas quelque chose dont je me soucie. Moi, je me dis, j'essaye de vivre au jour le jour et de pas essayer de tout planifier, j'aime bien prendre les choses comme elles viennent et de me dire bon bah aujourd'hui ça s'est mal passé, bon bah relou, mais demain ce sera mieux. Et j'essaie toujours de voir le positif et de voir les choses entre guillemets le plus court-termiste possible, même si en tant que chef d'entreprise je ne peux pas me permettre de pas prévoir certaines choses des mois à l'avance et de ne pas prévoir tout budgétiser pour que tout rentre et que je puisse ce que le plus important c'est que les personnes avec qui je travaille soient payées, qu'elles soient épanouies et que je puisse payer mon loyer, moi me payer moi, payer mes fournisseurs, les personnes, tout ce dont on a besoin pour travailler correctement. Donc moi donc j'essaye de vivre le plus au jour le jour et d'essayer de travailler le plus possible en flux tendu. J'ai très peu en termes de stock, j'ai pas 3 mois d'avance de stock, j'ai 1 à 2 semaines d'avance de stock et je recommande en continu, sauf sur certaines catégories où là j'ai très souvent 1 mois d'avance ou 1 mois et demi, mais c'est des trucs très spécifiques que je vends en énorme quantité, donc je me permets de prendre en très grosse quantité parce que je sais que dans tous les cas ça se vendra. Et puis dans 10 ans, je sais pas, avec toujours le même magasin, mais en plus stylé, en mieux, et toujours avec les mêmes personnes parce que ils seront contents de rester avec moi et moi je serai très content de rester avec eux. Et toujours de faire évoluer, d'avoir vraiment un lieu d'échange et de créer un lieu d'échange plus qu'un magasin. D'avoir vraiment quelque chose, d'apporter une plus-value plus que juste de vendre des vêtements. Comment ça? Ce serait quoi cette plus-value? Ce serait que les personnes puissent se dire je viens passer un moment ici. Même si je sais que je ne vais rien acheter, et c'est pas un problème, je viens juste passer un bon moment ici, discuter avec des personnes, que ce soit un lieu d'échange. Toujours en gardant cet aspect très humain, très on fait avec ce qu'on a et on évolue avec tout ça. Bon, moi ça me paraît déjà parti sur la bonne voie, étant donné qu'on enregistre ce podcast ici, dans le magasin, et que c'est un lieu d'échange. Enfin bon. On va arriver à la dernière question du coup, qui est la dernière poésis. C'est un peu spécial parce qu'en fait, je vais vous laisser tout seul. Je vais vous poser la question et je vais partir. Donc vous allez être tout seul pour répondre à cette dernière question et je vous laisse 5 minutes, 10 minutes. Quand c'est fini, vous venez me voir et on coupe. Ça va? Allez, quelle poésis vous fait rêver et où appartient au monde des rêves? Bonne chance. Vous avez 3 heures. Alors, qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce qui appartient au monde des rêves?
Moi, ce qui me faisait rêver tout petit, c'était d'avoir un magasin. Ça a toujours été une volonté de créer un magasin. C'était la volonté de ma mère qu'elle a malheureusement pas pu réaliser. Donc c'est pour ça que je suis très content de le faire à la fois pour moi et pour elle. De créer quelque chose de mes mains et de voir cette chose évoluer, ça appartient, c'est un rêve et ça appartient en même temps au monde des rêves et en même temps c'est un peu de la réalité. C'est de réussir à avancer, à évoluer, à toujours garder une part de je rêverais de pouvoir réussir à faire ça et de pouvoir toujours évoluer vers quelque chose de positif, de toujours faire converger tout vers une évolution positive. Moi, ce qui me ferait rêver, ce serait d'avoir mon magasin et d'avoir plusieurs autres thématiques abordées sur d'autres potentiels magasins. Donc là, aujourd'hui, on fait le vêtement, pourquoi pas faire de la nourriture, pourquoi pas faire un café, toujours essayer de proposer quelque chose de nouveau, toujours essayer d'évoluer, de faire évoluer tout ça un peu positivement. Je rêverais de pouvoir un jour ouvrir d'autres choses, de pouvoir toujours évoluer et faire quelque chose de plus poussé. Je rêverais de pouvoir continuer toujours à travailler avec les mêmes personnes, de pouvoir toujours évoluer avec elles et d'avoir vraiment un échange, d'évoluer positivement. J'ai énormément évolué et de toujours grandir et faire grandir les personnes, de voir grandir les personnes. C'est vraiment, c'est de voir les choses positivement évoluer globalement. Non, c'est pas ça, mais c'est que en fait, je sais pas. Mon rêve, je suis en train de le réaliser globalement. C'est ça le truc.